Imaginez-vous debout au bord d'un gouffre. Un silence presque religieux plane, seulement troublé par le bruit léger d'un ruisseau qui s'engouffre dans les entrailles de la terre, et sous vos pieds, une cavité noyée s'enfonce dans l'obscurité, une colonne d'eau, de roches et d'inconnus. Bienvenue à la source Saint-Sauveur, près de Calais, dans le Lot, un lieu mythique de la plongée souterraine en eau profonde, mais également un lieu tragique. Nous sommes le 28 décembre 2001 et 5 plongeurs se préparent à entrer dans l'eau, dans ce gouffre noyé, profond, étroit, connu des plongeurs spéléologues pour sa difficulté, ainsi que pour les accidents qui y ont déjà eu lieu. Ce jour-là, l'objectif est clair, atteindre une profondeur d'environ 90 mètres et poursuivre l'exploration au-delà de ce qui a déjà été réalisé sur ce site. Parmi les plongeurs engagés, il y a Cédric Darol. Il a 27 ans. Il est étudiant, plongeur expérimenté, passionné de plongée souterraine. À la surface, tout est prêt. Sous l'eau, rien ne se passera comme prévu. Bienvenue dans Courants Obscurs, le podcast qui explore les histoires vraies survenues là où l'homme repousse ses limites. Avant d'entrer dans l'histoire de Cédric, prenons un instant pour comprendre ce sport si particulier. La plongée spéléo, c'est l'art d'explorer des cavités submergées. Des cavernes, des lacets, des siphons, là où la lumière du soleil ne pénètre jamais, en somme. Contrairement à la plongée en mer, ici, il n'y a pas de sortie directe vers la surface. On est vraiment dans des grottes, mais sous-marines. Donc chaque trajet doit être balisé par un fil d'Ariane que le plongeur pose au fur et à mesure pour pouvoir retrouver son chemin, parce que souvent, ces grottes, elles sont labyrinthiques. Et puis sombres, il n'y a pas de lumière. Chaque geste est calculé, chaque seconde compte, parce que l'environnement est sans concession. Il fait noir, s'orienter est quasi impossible sans fil d'Ariane, et quand la plongée devient profonde, au-delà de 40, 60 mètres, allez 90 mètres grand max, les défis physiologiques augmentent drastiquement. La narcose, la toxicité des gaz, le temps de décompression monstrueux, tout cela vient complexifier la plongée. Parce que l'homme n'est pas fait pour descendre si bas à l'air, et donc les plongeurs spéléo, ils plongent avec des mélanges gazeux complexes, comme le trimix par exemple, qui est un mélange d'oxygène, d'azote et d'hélium, afin de limiter la narcose, la fameuse ivresse des profondeurs. Ils utilisent aussi des scooters sous-marins pour avancer plus vite, des lanternes pour s'éclairer, des bouteilles de gaz différents pour pouvoir avoir de l'air pendant des heures et des heures. Et tout cela demande une technicité, une organisation et une discipline mentale extrême. La moindre erreur peut ne pas pardonner. Maintenant que vous en savez davantage sur la plongée spéléo, laissez-moi vous parler de Cédric. Cédric Darol, en 2001, il a 27 ans, il est étudiant à Toulouse et passionné de plongée spéléo. Il est mince, au visage juvénile, avec des traits délicats, presque féminins, et c'est surtout un excellent plongeur. Intelligent, drôle, généreux, c'est un vrai compagnon d'aventure. Il est très sociable, il est altruiste, et Cédric, il participe à de nombreuses études et explorations pour ouvrir des chemins de spéléologie pour diverses associations et organisations. Il est notamment membre de la SMSP, la Société méridionale de spéléologie et de préhistoire, et d'un club de plongée toulousain qui s'appelle les Amis de la mer. Pour ceux qui ont suivi mon précédent épisode sur Audrey Mestre, le nom de Cédric Darol vous est familier normalement, puisque Cédric, c'était un ami proche d'Audrey Mestre, présent dans leur monde, celui de l'exploration extrême, et associé à des amis communs comme Pascal Barnabé. Leur passion pour l'adrénaline, la mer, les profondeurs avaient créé entre eux un lien très fort. Et donc en parallèle de ses études et activités spéléologiques, Cédric intègre également l'équipe de Francisco Ferreras et Audrey Mestre, le couple de champions d'apnée à qui nous avons consacré l'épisode précédent. Francisco Ferreras, dans son livre, raconte leur rencontre de la sorte. Attention, je traduis de l'anglais, mais je cite. Nous l'avions rencontré 5 ans plus tôt, à La Palma en Espagne, où Audrey et moi donnions des cours d'apnée. Pascal Bernabé était là pour nous assister, et Cédric était son assistant. Il était intelligent, drôle, doux, patient et plein de vie, et nous lui avions immédiatement proposé de rejoindre notre équipe habituelle. Dès notre première journée passée ensemble dans l'eau, il a occupé une place particulière dans le cœur d'Audrey, qui s'est mise à l'appeler son ange gardien. Fin de citation.
Cédric, quand il ne voyage pas aux côtés d'Audrey Mestre et Francisco Ferreras, il plonge avec d'autres palanqués et il s'adonne à sa passion pour la plongée spéléo, mais sinon, il est présent sur les plongées de record d'Audrey et même les plongées d'entraînement. Le 28 décembre 2001, en tout cas, il n'est pas du tout avec le couple d'apnéistes, il est en France, dans le Lot, et il fait partie d'une équipe de 5 explorateurs qui se retrouvent sur le gouffre de Saint-Sauveur avec un objectif ambitieux, atteindre 90 mètres de profondeur, bien au-delà des limites déjà explorées sur ce site. Ce n'est pas une expédition improvisée, et Cédric n'est pas un plongeur débutant. On l'a déjà vu, il est encadrant, formateur plongeur, très respecté dans le cercle spéléo et apprécié pour sa personnalité comme pour sa technicité. Et puis surtout, dans cette équipe, il y a un autre plongeur que vous commencez à bien connaître, c'est Pascal Bernabé. Celui-là même, qui est ami commun d'Audrey et de Cédric, qui les a présentés et qui est le plongeur de sécurité le plus profond d'Audrey Mestre. Pascal Bernabé, c'est lui aussi un plongeur chevronné. Il plonge depuis une dizaine d'années, avec 9 ans de plongée souterraine, je crois, et 8 ans de plongée profonde à son actif, et donc il sait ce qu'il fait. Cédric et lui se connaissent bien, ils ont l'habitude de plonger ensemble, et c'est donc aux alentours de 11h que nos 2 plongeurs toulousains, accompagnés de 3 autres, s'engagent dans les eaux de la source Saint-Sauveur, un gouffre noyé situé sur la commune de Calès dans le Lot. Pascal et Cédric, ils ne viennent pas pour une plongée ordinaire, leur objectif c'est une tentative de record. Ils cherchent à dépasser les limites déjà atteintes sur ce site, on l'a déjà dit, 90 mètres de profondeur et plus de 600 mètres de développement. Hors phase d'approche, qui est la phase la plus longue, la plongée elle-même ne doit pas excéder 40 minutes à 1 heure, dans le meilleur des cas. Mais à ces profondeurs, la descente n'est qu'une partie de l'équation. Les paliers de décompression, on en a déjà parlé, ils sont estimés entre 6 et 7 heures, ce qui repousse le retour à la surface vers 18 heures, si tout se passe bien. Pour cette exploration, l'équipe utilise du Trimix, le fameux mélange gazeux à base d'hélium destiné à limiter la narcose, l'ivresse des profondeurs. Les réserves sont importantes, pensées pour garantir une marge de sécurité, et la progression ne se fera pas en palme, mais à l'aide d'un scooter, un propulseur sous-marin. Et chaque plongeur emporte 4 à 5 bouteilles de 20 litres de Trimix, plusieurs sources lumineuses et un scooter équipé d'une caméra. Un caméraman doit d'ailleurs les accompagner jusqu'à 60 mètres de profondeur, et les paliers de décompression qui ont été préparés la veille sont en tête de tout le monde. En surface, il y a une équipe de 8 personnes qui assurent la logistique, le matériel et le ravitaillement. Mais la source Saint-Sauveur n'est pas un site anodin. Pascal Bernabé la connaît bien d'ailleurs, puisque le gouffre sert régulièrement de site d'entraînement aux sapeurs-pompiers du Lot, auquel il apporte son expertise d'une part, et dont il fait partie d'autre part, puisqu'il est lui-même pompier volontaire et qu'il a longtemps collaboré avec le Spéléo Secours. Pour autant, même s'il le connaît bien, le site reste un lieu dangereux. À l'été 99, la source a déjà coûté la vie à un plongeur, même si, selon Pascal Bernabé d'ailleurs, il s'agissait d'un plongeur insuffisamment formé aux contraintes du milieu souterrain. Donc le contexte n'est pas le même, puisqu'on a là, dans le cas de Cédric, affaire à un plongeur très expérimenté. Mais quand même, on a déjà eu un accident en 1999. Cédric et ses coéquipiers progressent dans l'eau glacée du siphon, animés par le même objectif, explorer les galeries noyées bien au-delà de ce que d'autres ont atteint. Il s'agit d'un siphon débutant par un puits noyé de 80 mètres de profondeur et qui se poursuit par 400 mètres de galerie suivi d'une grosse trémie qui débouche en remontant sur plusieurs poches d'air. Je vous mettrai un schéma sur le site du podcast, www.couransobscurs.fr, parce que je suis consciente que c'est pas forcément évident de s'imaginer le site quand je le décris là comme ça à l'oral. Vraiment, allez voir parce que le schéma est assez parlant, vous comprendrez tout de suite. Les reconnaissances de ces poches d'air, en tout cas, elles nécessiteront plusieurs équipes de plongeurs qui travaillent en coordination. Donc tout le monde n'est pas ensemble au même endroit. Et les plongeurs, ils réalisent leur heure de progression et d'exploration comme convenu, puis ils commencent leur longue série de paliers de décompression qui doit durer plusieurs heures. Mais à 13h40, alors que le temps prévu pour le retour est dépassé, Cédric n'est pas parmi eux. Il n'est pas là, il ne remonte pas. Et ses camarades l'attendent au palier prévu, mais il ne vient pas. Ils avancent alors jusqu'à environ 50 mètres de profondeur. Et là, confrontés à l'évidence de son absence, ils sont bien obligés de déclencher l'alerte et de prévenir le reste de l'équipe qui est en surface sur le bateau et qui, eux, peuvent déclencher les secours. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plongée spéléo profonde, chaque seconde compte parce que l'oxygène est limité, l'air aussi, et dans un siphon, la seule chance de survie après une panne ou un incident, c'est l'éventualité d'une poche d'air naturelle qu'on
pourrait trouver dans le lieu exploré. C'est ce que les plongeurs appellent une cloche. Et en gros, pour vulgariser, c'est une espèce de cavité avec de l'air emprisonné où on pourrait théoriquement, si on trouve cette cloche, survivre un moment grâce à cet air. Donc là, quand Cédric ne remonte pas, les plongeurs, ils ont cet espoir qu'ils trouvent une poche d'air, une cloche, mais ils sont bien conscients que la probabilité est faible. Et à partir du moment où ils rentrent dans des endroits qu'ils explorent, les plongeurs spéléo, ils deviennent extrêmement vulnérables, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que la remontée directe vers la surface est un problème. En plongée en mer, on rencontre un problème lors de la plongée à n'importe quel moment. Où que l'on soit, on peut remonter. Même en pleine eau. On prend le soin de se signaler grâce au lancement d'un parachute, de préférence. Mais voilà, on peut remonter où qu'on soit. Là, non. Il faut rebrousser chemin jusqu'à la sortie. Il faut retrouver la sortie. Il faut refaire tout le chemin qu'on a fait à l'aller. Et il faut le refaire en sens inverse. Donc il faut avoir suffisamment d'air et de temps pour le faire. Il faut ne pas se perdre. Et puis il faut y parvenir. Il ne faut pas rester coincé quelque part ou autre. Donc c'est extrêmement technique et complexe. Ensuite, la dépendance au palier de décompression long et complexe est très forte. Ils descendent si profond que remonter sans faire leur palier peut les conduire directement à la mort. De plus, ils nécessitent une organisation de secours spécialisée qui n'est pas toujours coordonnée immédiatement. Et enfin, ils évoluent dans un environnement naturel qui ne tolère pas l'erreur, très profond, sans lumière, sans air, labyrinthique, etc. Donc là, comme ils ont prévenu le reste de l'équipe en surface, les secours sont organisés pour tenter de retrouver Cédric, et des pompiers, des plongeurs confirmés sont appelés, mais la configuration du lieu est difficile. C'est un lieu complexe, étroit, profond, et il faut du temps pour mobiliser des équipes qui soient capables de plonger à ces profondeurs et avec les bons équipements. Donc à 15h30, l'un des coéquipiers a donné l'alerte auprès du SDIS du Lot. Le SDIS, c'est les pompiers. Et vers 18h, la préfecture informe le président du comité départemental de spéléologie de l'opération de sauvetage en cours, en précisant que le plan de secours ne serait pas déclenché pour le moment puisque les pompiers assuraient l'opération. Mais les pompiers, eux, ils ne peuvent pas descendre en dessous de 60 mètres. Donc sur place, un plongeur de l'équipe entreprend une reconnaissance jusqu'à 70 mètres, mais sans résultat positif. Et vers 20h, dans une reconnaissance avec 50 mètres de fil d'Ariane, 4 plongeurs pompiers sur site tentent, mais en vain, de retrouver Cédric. Vers 23h, ils arrêtent les recherches. Il fait nuit. On apprend que le plan de secours sera probablement déclenché le lendemain. Et c'est donc le lendemain, dans la journée du 29 décembre, qu'après des heures de recherche, le corps de Cédric est retrouvé sans vie au fond du siphon. La préfecture du Lot déclenche alors officiellement le plan de secours, mais là, c'est pas pour le retrouver, c'est pour organiser la remontée du corps. C'est désormais confié aux autorités judiciaires, à la gendarmerie, avec des plongeurs civils réquisitionnés. Enfin, c'est vraiment un dispositif tout autre. Et il y a des discussions et même des critiques qui commencent à émerger parce que l'organisation des secours, selon certains responsables du Spéléo Secours français, n'a pas été à la hauteur. Ils estiment avoir été intégrés à l'opération trop tardivement, malgré leurs compétences spécifiques, ce qui leur aurait permis de descendre plus profond et de chercher plus vite et plus efficacement dès le départ, s'ils y avaient été intégrés. De toute façon, il est trop tard. Les funérailles de Cédric sont organisées par sa famille, et parmi les nombreux plongeurs à y assister, figure Audrey Mestre. Je vous lis à nouveau un extrait traduit du livre de Pipine, le mari d'Audrey Mestre, qui parle de Cédric et qui dit, je cite, « Mais désormais il n'était plus là. Il s'était noyé 1 an plus tôt lors d'un accident de plongée souterraine à Saint-Sauveur, en France. Audrey s'est rendue en France pour les obsèques. Elle a été la seule à parvenir à apaiser la mère de Cédric, accablée par le chagrin. Pourtant, à bien des égards, Audrey aussi était encore en deuil. » Fin de citation. Audrey, d'ailleurs, écrira à Cédric les mots suivants, que je vais vous lire aussi, et qui figurent sur le site internet tenu par sa famille, www.audreymestre.com. Et je vais vous les lire parce qu'ils sont beaux et parce qu'ils sont révélateurs du lien qui se crée entre ces personnes qui, au quotidien, bravent les dangers et les 1000 raisons pour lesquelles ils pourraient flirter avec la mort aujourd'hui, par amour du milieu, du sport ou autre. Elle lui écrit « Cédric, quelquefois la vie est injuste. Elle ne pouvait pas l'être plus avec toi. Ceux qui restent se sentent perdus, comme dans un lieu qu'ils ne reconnaissent pas, suspendus dans un monde qu'ils ne comprennent pas. Certains ne savent pas comment continuer à vivre sans ton amour, d'autres sans ton amitié, sans tes plaisanteries, ta bonne humeur, ton sourire, ta joie de vivre, ton appui, tes conseils. Ta famille, tes amis,
Tous ceux qui ont eu l'opportunité et plus que tout la chance de te connaître ne comprennent pas toujours pourquoi tu es parti aussi rapidement. Pourquoi tu n'as pas eu le droit de vieillir, de fonder une famille, de terminer tes projets, de rêver à d'autres, de continuer à nos côtés. Toi, Pascal et moi, nous étions ceux qui se séparaient à la surface de l'eau pour se réunir à nouveau dans l'épaisseur des profondeurs, au bout de la corde. Mais toi, tu étais en plus mon gris-gris, mon porte-bonheur. Il en était ainsi. Si Pascal était seul au fond, j'avais toujours un problème durant la descente et il fallait que j'annule la plongée. En échange, quand c'était toi, tout se passait encore mieux que ce que nous avions imaginé. Tu étais la personne en qui je confiais ma vie, les yeux fermés à chaque plongée. Mais avant tout, tu étais mon ami. Personne n'occupera ta place. Tu continues de faire partie de notre équipe, de notre vie, et je sais que tu es dans le cœur de chacun de nous à chaque moment. De porte-bonheur, tu t'es changé en ange gardien. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Avec beaucoup d'affection et d'amour, Audrey. Ces mots d'Audrey pour son amie, je sais pas vous, mais moi, ils me touchent beaucoup. Ils font référence à ce vide, cette absence de l'ami disparu que l'on cherche encore à sentir près de soi sous l'eau, qu'on refuse de remplacer parce qu'il est irremplaçable. Et ce qui achève de rendre cette histoire encore plus tragique, c'est que, moins d'un an plus tard, en octobre 2002, lorsque Audrey Mestre tentera son record à 171 mètres en apnée no limit, à 120 mètres, un plongeur de sécurité aurait dû l'attendre. Ce plongeur, c'était Cédric. Mais Cédric est mort, il n'a pas été remplacé, et à cet endroit précis, Audrey est seule, exactement à mi-chemin entre les deux plongeurs de sécurité encore en poste, et 3 minutes et 50 secondes après le début de la plongée, elle perd connaissance, quitte le câble, et personne ne sera suffisamment proche d'elle pour pouvoir lui sauver la vie. Aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui a bien pu se passer pour Cédric Darol sous l'eau ce 28 décembre 2001. On ne le saura très probablement jamais, mais ce qu'on sait, c'est que Cédric Darol n'était pas seulement un plongeur de talent, c'était un ami, un compagnon de cordée, un passionné qui a consacré sa vie à ce qu'il aimait, l'exploration, l'aventure, l'inconnu. Même dans la tristesse, son histoire et son tragique destin, liés indirectement à celui non moins tragique d'Audrey Mestre, nous inspirent, nous enseignent et nous rappellent que chaque plongée est un acte de confiance envers soi-même, envers ses palanqués et envers ce monde silencieux que nous ne comprenons jamais complètement. Voilà. Vous savez désormais tout ce que je sais de l'histoire de Cédric Darol. Vous ne savez pas tout de son histoire, bien plus riche que cela, mais qui lui appartient et appartient à sa famille. En tout cas, si cet épisode vous a marqué, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Ces histoires méritent d'être racontées, tant qu'elles le sont avec justesse et respect. Vous venez d'écouter Courants Obscurs. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez les documents d'enquête, les photos et toutes les sources utilisées pour cet épisode sur www.courantsobscurs.fr. À très bientôt.